que vous étiez déjà venu? Pas moi, je connaissais pas ce musée, je savais que ce musée existait. J'ai jamais pris la peine, malgré que je sois bruxellois, d'y venir, mais je pense que ça va vite changer. Et on va maintenant vivre une aventure, une sacrée aventure, les petites histoires européennes. On rejoint notre experte, Sophie Jacobs. Nous tous devenons européens. La voilà en chair et en os, notre ceinture noire Europe, Sophie Jacobs, je vous en ai parlé tout à l'heure. Plus de 20 ans d'expérience auprès des institutions européennes. Ça devient quoi? Une passion? Un hobby? Une passion, sûrement. Un hobby, j'en ai d'autres que l'Union européenne. Mais oui, clairement, c'est un sujet passionnant, l'Union européenne. C'est un modèle assez unique dans le monde entier. Donc oui, c'est quelque chose qui me passionne, dont j'adore parler et que j'adore expliquer aux gens. Parce que souvent, je crois que c'est malheureusement incompris. Bon, alors, on a Louis, 78 ans, fraîchement retraité. Mais voilà. Voilà. Plutôt passionné de l'Europe depuis très longtemps. Depuis toujours. Depuis toujours. On va y revenir dans ces petites histoires européennes. Léa, elle est athlète de haut niveau paralympique, elle a 28 ans. Et Philippe, il a fêté son quart de siècle, non, son demi-siècle plutôt. Demi-siècle, oui. D'un seul coup, le quart de siècle. Oui. Ancien journaliste et maintenant dans la communication. Merci en tout cas d'être là. On attend, n'hésitez pas avec vos questions, vos interrogations. Sophie est là pour y répondre. Parlons du Green Deal à présent. Est-ce que c'est clair pour vous, le Green Deal, Louis? Non, c'est pas clair. Pas clair. Au niveau de l'Europe, c'est pas clair. Mais je sais que ça fait partie un des buts de l'Union européenne. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Pas clair. On va en parler. On va en parler. Parce que ça parle beaucoup d'écologie, de forêt, de terre, Il y a green dedans. C'est un bon indice. Léa, le Green Deal, c'est quoi? Non, c'est pas clair pour moi aussi. Non. Philippe? C'est un très vaste programme, justement, pour rendre à la fois notre économie plus durable, mais aussi sauvegarder et préserver notre biodiversité. Mais c'est une immense enveloppe que l'Europe a mis de côté. C'est une très bonne chose. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Sophie, qu'est-ce qu'il faut retenir? Mais donc, ce Green Deal, qu'on appelle en français le Pacte vert pour l'Europe, c'est en fait la stratégie pour l'Europe pour être neutre climatiquement, dans la neutralité carbone en 2050 et respecter les accords de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire la neutralité carbone? C'est si on fait le calcul entre nos émissions de gaz à effet de serre et aussi qu'est-ce qu'on est capable d'absorber comme gaz, il faut qu'on arrive à zéro. Et donc c'est ça le plan ou le pacte vert pour l'Europe, le Green Deal. Et donc ça combine en effet pas mal de législation, pas mal de règles en place pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour restaurer l'environnement, la nature, pour permettre une meilleure absorption de ces gaz à effet de serre aussi. On entend souvent dire que l'Europe impose trop de règles. Alors l'Europe impose, bien sûr, dans ce Green Deal, impose des règles. Alors ça peut être comme par exemple le fait qu'à partir de 2035, on ne pourra plus vendre des voitures thermiques. Ça peut être aussi toutes des règles en matière de bâtiments pour qu'ils soient moins énergivores. Donc il y a vraiment des règles. Et puis il y a aussi, comme je dis, la restauration de la nature, la loi de restauration de la nature, restaurer la forêt, etc. Oui, ce sont des règles. Et parfois ça fait peur, ces règles, mais il ne faut pas oublier aussi que l'Europe a prévu des fonds pour permettre cette transition verte. Et concrètement, comment l'Europe soutient cette transition ? Justement, par ces fonds, donc par ces règles, par ces fonds. Donc ça fait partie vraiment d'une enveloppe globale qu'elle a mis en place. Il y a différents fonds, on ne va pas citer tous les noms, mais donc voilà, qui peut aider. Et même dans ses politiques, dans sa politique par exemple agricole commune, elle a aussi prévu des budgets pour les agriculteurs, pour qu'ils aillent vers une agriculture plus verte. Donc il y a différents fonds en place pour vraiment aller vers cette transition verte. On entend parfois ce chiffre des 30%. Il tient la route? Oui, c'est dans l'idée du budget européen. Il faut que 30% du budget de l'Union européenne soit alloué vers des projets qui vont donc vers des projets vers la transition verte. C'est 30% du budget, donc c'est déjà beaucoup. Mais en plus de ça, il y a encore des fonds spécifiques. Donc oui, c'est vraiment une grosse partie du budget européen qui doit aller vers ça pour le moment. C'était vraiment le plan, la stratégie de cette Commission européenne de vraiment pousser notre économie vers une économie plus verte, plus durable. Et dans une idée aussi, il ne faut pas l'oublier, ce n'était pas que des règles, mais c'était aussi dans l'idée de pousser nos opérateurs à être plus innovants, à offrir des services et des produits plus innovants et de finalement peut-être être plus compétitifs. Le réchauffement climatique, il est là, on va tous devoir s'adapter. L'Union européenne essaye, alors comme elle peut, de pousser les acteurs européens à aller en fait à être presque
en avance par rapport à ce qu'il faut faire, quoi. Et donc oui, il n'y a pas que des règles, il y a aussi cette idée que ce soit un win-win à la fin pour tout le monde. Alors, Léa, je sais que tu as une sœur jumelle. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Twin Transition, la transition jumelle? Non. Sophie, derrière ça, il y a la transition verte et la transition numérique. Qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut retenir à ce sujet? Donc oui, en fait, on parle en effet de transition verte, donc qui est plus vers une économie plus verte, plus tournée vers l'environnement, mais il y a tout ce qui est maintenant, on vit dans une société qui se tourne de plus en plus vers le numérique, donc ce qu'on appelle la transition numérique. Là aussi, l'Union européenne pousse à la numérisation, on investit beaucoup là-dedans, mais on met quand même certaines règles. L'Union européenne ne veut pas que ce soit le Far West, le numérique. Donc, il y a eu des règles en matière de protection des données personnelles. Vous avez sûrement entendu parler de ces règles maintenant de plus en plus strictes qui permettent, voilà, quand vous allez sur des sites, est-ce que vous acceptez les cookies, pas les cookies, ou bien qu'est-ce que vous acceptez qu'on fasse de vos données personnelles, etc. Donc ça, c'est des règles qui ont été mises en place par l'Union européenne. Et puis, il y a aussi maintenant une législation qui vient d'être adoptée récemment. C'est une législation qui essaie de légiférer l'intelligence artificielle. On sait que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est vraiment une partie intégrante du monde de demain. Et bien, l'Union européenne veut quand même légiférer, c'est-à-dire le premier État, institution qui légifère, qui essaie en tout cas de légiférer l'intelligence artificielle. Je sais que Léa avait une remarque personnelle puisqu'elle roule en voiture électrique. Est-ce que le Green Deal va changer son avenir? Le Green Deal, bien sûr, favorise des politiques aussi de mobilité plus vertes, mais il y a aussi toute une idée qui est plus, par exemple, de zones de recharge électrique, que ce soit par exemple dans les supermarchés qui vont devoir mettre un nombre de places de parking pour les voitures électriques, pour recharger leur voiture électrique. Il y a beaucoup de législations en fait très spécifiques qui vont s'inscrire dans cette idée de Green Deal et de rendre la mobilité plus verte, de rendre notre économie en fait plus verte. Et est-ce que le Green Deal est une façon de construire un avenir meilleur pour nos enfants? Est-ce que c'est une question que tu te poses, Philippe, par rapport à ta fille? On peut espérer que ce Green Deal va créer une Europe meilleure, une Europe plus verte. Mais je crois que à long terme, on va créer un monde plus vert parce que l'Europe, c'est une union économique. Donc les partenaires outre-Atlantique vont être forcés, vont être obligés de s'adapter aux règles européennes, justement s'ils veulent exporter... Et tu en doutes quand même, tu en doutes dans ta formulation. Sophie, tu dois en douter? Alors, pour moi, je ne sais pas si on va créer un monde meilleur, c'est toujours difficile, si ce sera meilleur ou pas, mais en tout cas, pas pire de celui qu'on connaît aujourd'hui. Le réchauffement climatique est une réalité, je pense que tout le monde en est conscient, et l'Europe essaie qu'on s'adapte et que ça nous permette à nos enfants de vivre dans un monde demain qui sera adapté et qui sera plus vert, en effet, pour répondre à ces changements importants environnementaux. Louis? On ne peut aller que dans la bonne direction. On ne peut pas revenir en arrière. Hein. On ne peut pas et on ne veut pas. Un mot peut-être pour conclure, Sophie, sur la place du Green Deal et sur ce qu'il faut retenir. Je pense que le Green Deal vraiment a été un point essentiel des politiques économiques européennes actuelles. Il y a eu pas mal de critiques sur le fait est-ce que ça rend notre économie vraiment plus compétitive ou pas. Alors je pense que vraiment l'objectif est essentiel parce que oui, comme je l'ai dit, le réchauffement climatique est là. Il ne faut pas oublier non plus que l'Union européenne aussi sert parfois de modèle en matière de politique environnementale et je crois que ce Green Deal s'inscrit dans cette idée-là. L'Union européenne est une pionnière au niveau des politiques environnementales pour différentes raisons historiques, etc. Mais en tout cas, elle peut servir d'exemple au reste aussi du monde et je crois que c'est important de le souligner. Merci Sophie, merci à tous pour vos questions, vos interpellations. On se retrouve très vite pour de nouvelles petites histoires européennes.